Bonjour les amis. Connaissez-vous le sentiment d'envie? Non, il n'est pas nécessaire de le nier maintenant, de dire que vous n'avez jamais envié personne et que vous n'enviez personne, que vous êtes, dit-on, une personne sainte. Il est naturel pour toute personne vivante de se comparer, et il est donc inévitable qu'un sentiment de légère envie visite chacun d'une manière ou d'une autre. C'est souffrir du succès d'une autre personne. Cette souffrance peut être légère, à peine perceptible, mais pour certaines personnes elle peut aussi être vive, les obligeant à poser des actes, parfois même nuisibles, visant à nuire à l'objet de l'envie. Ce n'est pas pour rien que les philosophes ont toujours essayé de diviser en quelque sorte l'envie en deux types, l'envie blanche et l'envie noire. Soulignant, disent-ils, qu'il y a des fruits positifs de l'envie, par exemple, que nous nous efforçons de réussir, d'améliorer nos compétences, d'égaler les autres. Le sentiment d'envie, l'envie blanche, comme un médicament, dans le bon sens du terme, nous fait atteindre de plus en plus de nouveaux sommets, dans une carrière, dans le fait de gagner de l'argent, dans n'importe quelle entreprise. Sans l'envie, le processus d'auto-amélioration serait impossible, car nous sommes naturellement enclins à nous comparer aux autres, à les imiter, c'est un programme biologique inévitable. Et ceux qui prétendent sans preuve qu'ils n'ont jamais envié personne dans leur vie sont probablement un peu hypocrites. Bien sûr, ils enviaient, ils éprouvaient ce sentiment universel. Oui, ce n'était peut-être pas de l'envie noire, cela n'impliquait pas un désir de nuire, de faire délibérément le mal, mais un léger sentiment de souffrance à peine perceptible face au succès des autres était et est ressenti par absolument tout le monde d'une manière ou d'une autre. Un voisin a acheté une nouvelle voiture ou une maison chère. Oh, c'est un brave type, bien sûr, mais pourquoi pas moi? J'en voudrais une comme ça aussi. Moi aussi je travaille dur, je travaille. Un collègue a été promu, et aucun de vos patrons n'a remarqué votre souffrance. Injustice. On ressent une certaine injustice dans de tels moments. Le paradoxe est que la justice absolue n'existe pas dans la nature. J'en ai déjà parlé en détail dans une de mes anciennes vidéos. La vidéo s'intitule « Pourquoi la justice n'existe-t-elle pas ?» Ainsi, dans un sens philosophique, il n'existe pas de justice unique pour tous, mais pour une raison quelconque, il existe un sentiment d'injustice. Nous ressentons une émotion désagréable qui surgit chaque fois que nous nous sentons offensés pour nous-mêmes. Et à côté du sentiment d'injustice, il y a l'envie, le résultat de la comparaison avec les autres. Alors, amis, tous les psychologues disent et recommandent unanimement, ne vous comparez pas aux autres. Dans tous les cas, essayez de ne pas comparer. Par exemple, si vous ne voulez pas être des parents toxiques, ne comparez pas vos enfants avec d'autres enfants. Une astuce utile consiste à essayer de remplacer mentalement le sujet de comparaison. Puisque notre psyché est structurée de telle manière qu'elle ne peut se passer de comparaison, il est préférable de remplacer la comparaison avec les autres par la comparaison avec soi-même, mais à un autre moment dans le temps, dans des temps antérieurs. Écoute, mon fils, tu ne savais pas faire du vélo avant, mais maintenant tu as grandi et il est temps pour toi d'apprendre. Ne dis pas, mon fils, ton camarade Johnny sait déjà faire, mais tu n'as toujours pas appris. Tu peux essayer de comparer, mais tu te compares à toi-même, seulement à une génération différente. Oui, je n'ai pas encore économisé pour une nouvelle Tesla, comme mon voisin, mais je suis encore assez jeune, je n'ai pas travaillé très longtemps et j'ai encore tout devant moi. Comme pour remplacer le sujet de comparaison. Pour éviter la douleur atroce de vous comparer à des personnes qui ont beaucoup réussi, il est utile d'essayer de changer d'objet de comparaison. Psychologiquement, cela devient plus facile. Fait amusant, si vous avez un endroit où vivre, mangez des aliments nutritifs et buvez de l'eau propre, avez un téléphone portable, accès à Internet et, par exemple, êtes diplômé d'un collège ou d'une université, alors statistiquement, vous faites déjà partie d'un petit groupe privilégié qui ne comprend que 7% des personnes sur la planète Terre. La population totale de la Terre est d'environ 8 milliards de personnes, si nous prenons ces personnes comme 100%, alors 48% des personnes dans le monde vivent avec un montant inférieur à 2 dollars américains par jour. 87% des personnes ont accès à l'eau potable, tandis que 13% n'ont pas d'eau potable ou ont accès à une source d'eau contaminée. 75% ont des téléphones portables. 25% n'en ont pas. 48% ont accès à Internet et 52% n'y ont pas accès. 7% ont eu la chance de recevoir une éducation supérieure, tandis que 93% n'ont pas fréquenté l'université ou le collège du tout. Selon les statistiques, 83% de la population de la planète Terre sait lire et 17% des gens sont complètement analphabètes. 26% des gens meurent dans leur enfance, ce qui signifie qu'ils vivent en moyenne moins de 14 ans. Et 66% des habitants de la planète sont morts entre 15 et 64 ans. Et seulement 8% des gens ont désormais plus de 65 ans. Peut-être que les choses ne sont pas aussi mauvaises que nous le pensons tous. Au lieu de regarder tous les jours des photos sur Instagram et d'autres réseaux sociaux, où les gens essaient de montrer leur vie réussie, il vaut la peine de prêter attention à la façon dont vivent les gens autour de vous, qu'il y a beaucoup d'inégalités et d'injustices dans le monde, c'est ainsi que fonctionne la nature biologique elle-même. L'argent est attiré par les plus entreprenants, les plus actifs, et dans la nature, il n'existe pas initialement une justice unique pour tous. Certaines personnes naissent dans une Europe bien nourrie,
d'autres dans un pays africain pauvre, d'autres dans une famille riche, dans une famille d'intelligentsia, d'autres dans une famille pauvre et sans éducation. Nous ne choisissons même pas notre sexe, certains naissent femmes et dans certains pays c'est un problème, car les droits des femmes sont violés. Et tous ces gens-là n'ont initialement pas de justice uniforme, d'égalité des chances, d'égalité d'accès aux ressources. Le capitalisme moderne est conçu de telle manière que les réseaux sociaux semblent vous imposer une idée, vous n'êtes pas assez bon, vous devez constamment vous efforcer de gagner plus pour pouvoir acheter toujours plus de biens et de services. Mais un style de vie aussi cher, par exemple, sur Instagram, il s'agit souvent simplement d'une imitation pour attirer plus de clients vers leur masterclass, formation, cours et marathons de développement personnel afin de vendre davantage de leurs produits. La compétition de rang est une chose à laquelle nous nous engageons volontairement lorsque nous essayons de comparer notre succès avec celui des autres. Et en nous engageant dans cette compétition, nous ne remarquons parfois pas à quel point nous perdons le contact avec nos véritables désirs. Que voulez-vous? Pas les besoins artificiels imposés par la société, mais les besoins rationnels. Ce qui répond à nos véritables besoins. Beaucoup de gens dépensent leur argent comme s'il n'y avait pas de lendemain, en un mot, ils ne vivent que pour aujourd'hui. Par exemple, vous vous comparez à votre ami qui vit dans une maison luxueuse mais louée, se baignant dans le luxe, tandis que vous payez une hypothèque mensuelle pour un petit appartement modeste. Mais après un certain temps, après avoir remboursé l'hypothèque, vous aurez votre propre appartement, certes modeste, mais le vôtre, et votre ami n'aura que des souvenirs d'une vie luxueuse. Par conséquent, qui est le plus riche et vaut-il la peine d'envier un style de vie apparemment gaspilleur? Ce sont des questions rhétoriques. Votre raisonnement peut donc aller dans deux directions possibles, deux scénarios. Le premier scénario est celui que, malheureusement, la plupart des gens choisissent, se lamenter et se plaindre que le monde est injuste, que tout le monde autour de vous est à blâmer, mais pas moi. Et le deuxième scénario est d'essayer de changer ce monde qui vous entoure, de le rendre meilleur, de vous améliorer vous-même, d'aller étudier, d'essayer, de trouver enfin votre véritable vocation. En trouvant l'entreprise qui vous plaît, vous obtenez des avantages indéniables sur ceux qui n'aiment pas ce type d'activité et sont obligés de le faire. Trouver votre vocation est très important. Apprendre des gens qui réussissent est bien plus productif que de simplement les envier et les critiquer. Se plaindre et se plaindre constamment ne vous aidera pas à aller mieux. Si vous croyez que quelqu'un a obtenu son succès par hasard, injustement, alors vous avez également une chance de répéter ce succès. Seuls ceux qui font des tentatives, même si elles ne sont pas toujours couronnées de succès, ont une chance d'atteindre un jour leur objectif, de trouver ce qui leur permettra de réussir. Archimède a dit un jour, « Donnez-moi un point d'appui et je déplacerai la terre entière. Je vais bouleverser le monde. » Cela veut dire que toute tâche, même la plus difficile, tout travail, est faisable et réel, si on le veut vraiment et qu'on trouve une approche, qu'on trouve ce point d'appui. N'oubliez pas que chaque argent a ses inconvénients. Il s'agit des coûts qui sont nécessaires. Nous voyons souvent des gens qui réussissent, leur richesse, mais nous ne remarquons pas les difficultés, les épreuves que ces personnes ont dû affronter, nous ne voyons pas les difficultés et les sacrifices que, par exemple, les hommes d'affaires et les riches doivent souvent faire. Nous n'en verrons bien sûr pas, par exemple, une prostituée ou un gigolo, qui gagnent leur argent rapidement et facilement. Ce sont des gens avec une faible responsabilité sociale, et il est impossible d'imaginer quel traumatisme psychologique ils recevront, quelles humiliations ils subiront consciemment pour gagner de l'argent. Les transactions avec conscience sont toujours un mauvais chemin, et l'argent gagné par un travail honnête, même s'il y en a beaucoup moins, aura finalement plus de valeur et apportera plus de bénéfices. Deuxièmement, on ne peut pas toujours voir le risque qu'une personne a pris pour devenir riche. Là où l'on peut gagner beaucoup d'argent, il y a toujours beaucoup de concurrence, et les personnes que vous enviez aujourd'hui ont été autrefois obligées de prendre des risques, y compris des risques pour leur vie et leur santé. Par exemple, pour devenir un athlète ou un homme d'affaires riche et prospère, vous devez mettre beaucoup en jeu, travailler longtemps et dur, prendre des risques, sacrifier une vie stable, parfois même sacrifier votre famille, votre vie personnelle, en passant par des sélections compétitives. C'est la même chose dans les affaires? Seuls les cas les plus réussis sont visibles, mais selon les statistiques, la majorité des hommes d'affaires font faillite. Français à cause du biais de survie, nous ne voyons qu'une partie de l'iceberg. La composante externe du succès, nous voyons ceux qui ont réussi, mais pas ceux qui ont échoué et se sont retrouvés sans argent, ont tout perdu. Vous savez, parfois, c'est même drôle d'écouter le raisonnement d'un ami qui dit avec assurance, « Mais j'aurais pu gagner des millions, parce que je savais il y a 10 à 15 ans que, par exemple, le taux de Bitcoin augmenterait tellement. Je savais que les perspectives résidaient dans l'investissement dans les crypto-monnaies. Je veux toujours m'opposer à de telles déclarations. Peut-être que vous le saviez, mais pour mettre en œuvre ces connaissances, vous avez dû prendre un risque. Vous avez dû faire un pari. À quoi servent de simples connaissances théoriques? Sans pari, il faudrait parier au bon moment, ne pas avoir peur de prendre un risque pour gagner ou, au contraire, perdre. C'est pourquoi il est toujours utile de se demander à nouveau quand quelqu'un aujourd'hui discute de certaines de ses idées ou exprime une opinion sur certains événements. Peu importe dans quel domaine et sur quel sujet, même en politique ou en économie.
il vaut la peine de se demander, quelle part de votre argent durement gagné êtes-vous prêt à parier sur votre opinion exprimée, sur vos croyances et sur les prédictions de certains événements? Et quand il s'agit d'un pari réel, d'un risque réel, la confiance dans les jugements disparaît immédiatement quelque part. Si je connaissais toutes les cartes à l'avance, je serais riche. Il ne suffit donc pas de savoir, il faut aussi avoir le courage de parier. Il existe un dicton sage qui dit qu'une idée ne coûte que $1. Nous avons beaucoup d'idées et chaque nouveau jour nous en apporte de plus en plus. Mais la mise en œuvre de cette idée, et surtout sa réussite, est déjà très coûteuse. Le risque est quelque chose que nous ne calculons pas toujours et dont nous ne nous rendons pas compte lorsque nous voyons un homme d'affaires ou un entrepreneur qui réussit. Peut-être que cette personne, à notre insu, risque sa santé et sa vie tous les jours, et nous ne voyons que le côté extérieur de sa richesse. Peut-être qu'elle a un ulcère à l'estomac ou du diabète, une maladie chronique, acquise à cause d'un stress régulier et chronique, et nous l'envions, ne remarquant que les attributs extérieurs de la richesse. Et la dernière chose que je voudrais mentionner dans le contexte du sentiment d'envie est précisément que, pour une raison quelconque, nous ne percevons souvent que le côté matériel de la richesse et ne l'apprécions pas du tout, nous minimisons l'importance du côté immatériel. La richesse n'est pas seulement une question d'argent. Il y a d'autres choses que l'argent qui sont bien plus importantes. C'est la disponibilité du temps libre que nous pouvons consacrer à nos proches, à nos êtres chers, du temps libre pour contempler le beau monde. Le célèbre joueur de tennis espagnol Rafael Nadal a déclaré un jour dans une interview avec des journalistes, du point de vue de la gestion de mon patrimoine, de mes impôts et de mon argent, il serait préférable pour moi de partir complètement et de jouer pour un pays avec moins d'impôts. Mais je me sens heureux en Espagne, aux côtés de ma famille et de mes proches. Dans un autre pays, j'aurais 2 fois plus d'argent, mais je ne serais que la moitié moins heureux. Et le bonheur, comme nous le savons, ne s'achète pas avec de l'argent. La même logique s'applique à peu près à l'émigration. Quand, par exemple, on me demande constamment pourquoi je ne quitte pas mon pays plus pauvre pour gagner plus, parce que mon éducation et mes compétences me le permettent. Ma réponse sera à peu près la même que celle de Rafael Nadal. Parce que j'aime mon pays. Parce que c'est seulement ici que je suis vraiment heureux. J'apprécie l'opportunité d'être utile à mon peuple et à ma patrie. La possibilité de vivre dans son propre environnement socio-culturel, de communiquer dans sa langue maternelle avec ses proches, ces valeurs ne peuvent être vendues pour aucune somme d'argent. Et vous devez toujours vous souvenir des composantes non matérielles de la richesse. Partie immatérielle du capital. Souvent, à la poursuite de beaucoup d'argent, en quittant leur patrie, les gens oublient cela pendant un certain temps ou du moins n'en tiennent pas compte au moment de prendre une décision. Ainsi, se comparer à des personnes plus performantes, d'une part, conduit au progrès, à l'amélioration de soi, mais, d'autre part, cela vous vole votre bonheur. Pour ceux qui aiment voyager, je recommande de visiter non seulement les pays prospères, mais aussi ceux où les gens vivent, en moyenne, bien pire que dans votre pays d'origine. Cela vous permettra de porter un regard sobre et de comparer objectivement votre vie avec celle des habitants de ces pays. Parfois, il est utile de regarder ce blogueur de voyage qui est venu en Inde ou dans un pays africain sous-développé pour se rendre compte que tout n'est pas si mal. Regardez notre quotidien sous un angle différent. Il est utile d'essayer de transformer votre envie en curiosité. Comment cet homme a-t-il réussi à atteindre un tel succès? Et qu'a-t-il fait pour cela? Quelles mesures avez-vous prises? Cela vaut la peine de se concentrer sur sa propre vie et d'essayer d'atteindre le bonheur. Le sentiment d'envie noire s'exprime généralement précisément chez les personnes qui sont elles-mêmes malheureuses, qui éprouvent un malaise dans leur vie et souffrent du succès d'une autre personne. L'envie est un état organique, on pourrait même dire naturel. Mais les gens qui se concentrent sur leur propre vie ne prêtent généralement pas attention au fait que quelqu'un a gagné 1 million supplémentaire ou a réussi dans un domaine. Pourquoi prêter attention aux autres si vous réussissez vous-même? Si vous vivez votre propre vie heureuse. Voici les pensées, mes amis. Abonnez-vous à cette chaîne. Merci de votre attention et à bientôt.